Ces nouveaux dirigeants, ce sont des gens qui s'éclatent dans leur métier, enfin qui ne sont pas là uniquement pour penser à la rentabilité profit tout de suite, parce qu'ils ont monté leur marque jeune et parce que c'est des histoires de copains, c'est des histoires d'amis, de relations, c'est des histoires de créativité, c'est des histoires de social network et d'international, etc. Vous voyez, une marque comme Surface2Wear en France, bon bah, Surface2Wear, ça ne résonne pas simplement comme une marque, ça résonne aussi c'est presque un label de création. Ça nous rappelle un petit peu ces regroupements qu'il y avait à un moment, ces collectifs qu'on avait par exemple en Autriche dans les années 20 ou 30, ou qu'on avait le Bauhaus en Allemagne, des choses comme ça. C'est des gens qui étaient en même temps des faiseurs de mode, mais qui travaillaient sur le théâtre, qui travaillaient à faire des costumes pour le début du cinéma, qui avaient dans leur cercle d'amis des artistes plasticiens. C'est des modèles qu'on va retrouver en 2020 encore plus parce que ils excitent leur environnement. C'est-à-dire que finalement, ces gens deviennent déjà ça devient des modèles pour les nouveaux adultes, enfin ces nouveaux jeunes qui entrent dans le monde du travail et finalement qui voient des gens comme justement ces dirigeants de marque ou le label Kitsune, ou qui voient des gens, des patrons de labels comme Pedro Winter en musique ou tout ça, comme des vrais héros. C'est ceux qui n'ont pas de contraintes de la direction, qui n'ont pas à jongler avec les gros diplômes, qui ont une espèce de liberté d'expression, qui travailleront tout autant, parce que le succès passe par un agenda complètement chargé, mais néanmoins, voilà, c'est des modèles générateurs d'envie créative. Et je pense que on va revenir à ça, à des faiseurs de mode, des marques qui sont imprégnées, telles des éponges, justement, de joie, de créativité, mais au sens premier, et qui ne seront pas des marques qui juste se servent de la créativité dans le simple but de vendre. Ce qu'on verra en 2020, en tout cas sur le marché, ce qui est évident dans le paysage, le paysage des marques en 2020, c'est qu'on aura plein de nouveaux acteurs, mais des nouveaux acteurs très importants, qui ne seront pas simplement des petites marques, mais qui seront par exemple des marques qui sont aujourd'hui locales, notamment en Asie, des marques qui ne sont pas des petites marques, qui sont des grosses marques en Chine, avec un fort potentiel de développement, de logistique, de puissance marketing, de puissance de distribution, etc. Mais qui aujourd'hui restent locales et qui se développent comme ça, et qui en 2020 seront des marques devenues globales. Donc on va passer de la marque locale à la marque complètement globale. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison pour que des marques émergentes de Chine ou d'Inde qui sont en train de se construire ne soient pas demain comme l'ont été les marques américaines qui sont devenues comme Apple ou Nike, qui sont devenues des marques connues et vendues à travers le monde. Voilà, on sera sur les mêmes schémas. Et en plus, elles arriveront, on les découvrira, nous, Européens, par exemple, on les découvrira alors qu'elles seront déjà extrêmement puissantes. C'est-à-dire qu'elles ne seront pas perçues comme la petite marque qui vient de Chine. Ça sera la grosse marque, avec la grosse mécanique derrière, avec des usines, avec une force marketing, avec une belle image de marque, avec des réseaux de distribution. La marque dont je vous parlais tout à l'heure, elle a déjà 4000 points de vente en Chine. Voilà. C'est juste, voilà, aujourd'hui, on est en plein bouleversement, et ces choses vont arriver, les transformations vont se faire très rapidement aujourd'hui. Vous avez Voilà, il y a aussi des petites marques, enfin encore une fois des marques très spécialisées. Il y a une marque de sport, de textile sportif, d'équipement sportif qui vient du Qatar, qui aujourd'hui qui est dans son pays, mais qui attend les feux des projecteurs qui vont arriver avec la Coupe du Monde de football et qui, bam, hop, s'exprimeront et prendront la parole dans le monde entier très rapidement. Et encore une fois, c'est des marques qui seront prêtes économiquement. Et c'est des marques qui seront plus ou moins prêtes en termes de production et distribution et logistique. Le consommateur va être de plus en plus challengeant vis-à-vis des marques quant à la valeur, en tout cas ce qu'ils vont recevoir en échange de l'argent qu'ils vont dépenser.
Ça se traduit par quoi? Dans l'industrie, dans la mode du luxe, par exemple, le consommateur ne va pas moins consommer, mais par contre, il va dire, OK, je suis prêt à dépenser cette somme d'argent, mais donnez-moi de la qualité supérieure, ou donnez-moi de la vraie création que je ne trouverai pas ailleurs. Et parce que le consommateur, aujourd'hui, a accès à des choses extrêmement créatives, qui collent aux tendances, mais qui ne sont pas chères. Et en temps réel, on n'est plus aujourd'hui dans une logique où il faut attendre 2, 3 saisons pour que les marques de grande distribution vous vendent à petit prix ce qu'on a vu dans les défilés. Non, ça sort en temps réel. Donc en masse, même chez les consommateurs adolescents ou les jeunes adultes qui sont très importants pour l'industrie du textile et de la mode, eux aussi, déjà aujourd'hui, et ça a changé ces 2 dernières années, ils sont plus demandants sur, ok, pas nécessairement que sur la qualité, mais sur ce qu'ils ont en échange de l'argent qu'ils sont prêts à dépenser. Parce qu'ils ont beaucoup de nouvelles priorités dans la façon dont ils managent leur budget. C'est-à-dire qu'ils ont des nouvelles choses qui sont arrivées dans leur vie dont ils ne peuvent plus se passer, comme la téléphonie. Ils ont un budget à dépenser là-dedans. Donc ils ne peuvent plus se contenter de tout dépenser leur argent dans juste les jeans ou juste les baskets ou juste les t-shirts. Il va falloir qu'ils dealent avec ça, les sorties, le truc. Et donc c'est sur le textile qui vont être, à mon avis, plus regardants. C'est-à-dire que soit ils vont décider d'investir, c'est-à-dire acheter un jean, ça sera un investissement. Mettre un peu d'argent, ce sera ok, je veux un vrai produit. La marque ne suffira plus. D'ailleurs, ils nous le disent. Ce qui a changé vraiment chez le consommateur, et ce qui va changer encore plus, c'est que y a pas, la marque à elle seule ne suffit plus. Et de plus en plus de consommateurs vous disent le style avant la marque. Et ça, c'est nouveau, notamment chez les consommateurs entre 19 et 21 ans. Et ça, vous pensez qu'en 2020, Ah, mais ça va se développer. Bah, finalement, les jeunes consommateurs sont de plus en plus éduqués. Ces jeunes mecs-là, ces ados, en 2020, ce sont des adultes responsables qui gagneront de l'argent, ou pas, en tout cas qui devront gérer un budget et qui peut-être même seront ceux qui achèteront les vêtements pour leurs enfants et tout ça. Donc c'est des vrais experts. Ils seront de plus en plus experts. En tout cas, ils seront de plus en plus demandants. Ils seront de plus en plus regardants. Et ils savent aujourd'hui qu'ils ont plein de façons d'acquérir des produits textiles. Ils savent qu'il y a une offre débordante. Ils savent que les marques se font la bourre. Ils savent que se tirent la bourre. Ils savent que les marques se challengent entre elles et qu'il y a une concurrence qui est rude. Ils vont jouer avec ça. Parler avec un jeune consommateur aujourd'hui de 15-16 ans, il vous dit tout de suite ah oui, bah la marque j'ai perdu, j'ai le mot en anglais. La marque concurrente de telle marque, ben c'est telle marque. Et ben hop, nous on va comparer les deux et puis on regarde et puis ils vous le montrent, ils vous disent ouais, pourquoi regardez ces produits ils sont à peu près identiques et puis pourquoi celui-ci il coûte plus cher. Donc ça va être intéressant. C'est très bien finalement ce retour à. Il va falloir faire attention à ce qu'on vend. L'impact justement de ces communautés, de ces tribus digitales, c'est encore un petit peu mystérieux. C'est-à-dire qu'on a pensé qu'avec justement une plus grosse ouverture comme ça sur le monde via cette fenêtre qu'est le computer, finalement les gamins allaient pouvoir être de plus en plus extravagants, découvrir des nouveaux styles, etc. Finalement, ce qui se passe aujourd'hui, hein, on n'est pas aujourd'hui en 2020, on parle en 2011, on se rend compte que finalement les looks chez les jeunes consommateurs, qui normalement sont les plus rebelles par rapport à la mode conventionnelle, s'uniformisent. C'est-à-dire que les jeunes branchés du monde entier se ressemblent, ce qu'on appelle les hipsters. Aujourd'hui, on n'arrête pas de nous parler de ça, les jeunes hipsters, les jeunes consommateurs influenceurs se ressemblent à Paris, à New York, à Tokyo, à Londres. Et puis comme ça, une jeune londonienne va avoir à peu près le même look qu'une jeune à peu près. Et on a envie de croire qu'en 2020,
ça aura éclaté et que finalement on va repartir vers une nouvelle une identité de groupe qui colle plus à son pays ou à sa tribu. Peut-être, parce que l'histoire a toujours été ponctuée de ça. C'est-à-dire qu'à un moment, le jeune redevient un jeune. Et un des fondamentales chez le jeune, c'est normalement de trouver son look en opposition à ses aînés. Donc, on ose espérer qu'il se recrée des tribus très très locales. Okay. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. À peine une tribu se crée dans un petit coin de Brooklyn que vous en avez déjà des copies à Sydney, à Londres, à Paris, mais en temps réel. Et puis en plus, avant, ça mettait un peu de temps à s'installer une culture, un look alternatif, puisqu'il fallait que les gamins se déplacent à New York pour trouver telle marque de casquette. C'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est pack. C'est possible que des marques refusent la distribution via Internet. Ça serait intéressant. Ça serait intéressant que certaines marques reviennent à recréer du désir par cette nouvelle exclusivité, par le simple fait que nos produits ne sont pas vendus via Internet. On ne fait pas de vente par envoi. Voilà. Mais ça, c'est ça. Je pense qu'il y en a déjà et je pense que ça se développera. Dans le luxe en tout cas, et dans le luxe c'est la luxe. Si une distribution exclusive en antithèse, alors c'est un gros risque. C'est-à-dire que vous vous engagez, c'est comme une espèce de retour en arrière, c'est-à-dire que vous empêchez de vendre énormément. Mais est-ce que ça ne va pas participer à un retour à l'exclusif qui est une valeur qui est en pleine déperdition là en ce moment? La notion du collector, le produit collector, qui était une vraie valeur dans l'industrie textile, c'était ce produit il est rare, édition limitée, tout ça. C'est terminé. Hein. Enfin, certains pensent que ça existe encore, mais à horizon 2020, mais les jeunes, les gamins aujourd'hui, ils s'en foutent. Il n'y a plus rien de la série limitée, mais de quoi on parle? Je le trouve là, je le trouve là, je le trouve là. Enfin, ils savent trouver. Il n'y a plus cette culture. Chez les jeunes, il y avait cette culture de ce qu'on appelle le digging. Aller trouver le bon produit, celui que les autres n'ont pas. Ramener la paire de Jordan de New York, aller trouver un cachemire, etc. Ils sont plus là-dedans. Ils sont là, mais vous nous parlez, de quoi vous nous parlez, quoi. Ouais. Ça se jouera peut-être. Mais ça pourrait se refaire. Aujourd'hui, on en est au balbutiement de l'utilisation des social networks digitaux par les marques. Donc aujourd'hui, on s'en sert comme un peu un média traditionnel de presse pour communiquer sur un nouvel produit, une nouvelle collection, des choses comme ça. Donc l'utilisation de Facebook ou de Twitter. Mais très vite, ça va évoluer. En 2020, à mon avis, il y aura des systèmes mis en place par les marques qui lieront immédiatement le produit textile à une communauté. C'est-à-dire que le produit sera lui-même intelligent. Et le simple fait de revêtir une chemise de telle marque fera de vous, que vous ferez partie de la communauté, je dis n'importe quoi, mais de ceux qui portent cette marque. Donc vous partagez un certain nombre de valeurs, vous avez un certain nombre de valeurs en commun qui peuvent être globales et immédiatement vous ferez partie de ce réseau et on va pouvoir vous aider selon, vous donner des conseils de coaching puisque c'est à la mode ou du déplacement dans la ville, du GPS, en fonction de vos goûts, le vêtement vous enverra des informations ou en tout cas vous pourrez communiquer avec votre communauté pour avoir des informations très, très ciblées. Donc on va être dans un usage très, très développé, mais il n'y aura plus de frontière entre le vêtement lui-même et la communauté. C'est-à-dire que le vêtement sera communautaire. Enfin, voilà. On rentrera dans un vêtement hyper communautaire. Après, on sait déjà des choses qui vont se passer, mais j'ai pas le droit de les dire. Mais effectivement, vous imaginez dans le monde du sport, ce que ça, et ce qui va être hyper intéressant, à mon avis, ça va être des associations, mais pas des collaborations. Aujourd'hui, on a des collaborations entre, une marque de tondeuse à gazon et une marque de luxe pour faire une tondeuse à gazon de luxe. Bon, c'est bien, mais ça a ses limites.
Ce qu'il va y avoir, ça va être des rassemblements de titans. Quand Nike s'associe à Apple, deux marques dans les plus puissantes du monde, chacun dans leur domaine, pour créer Nike Plus. Donc cette chaussure qui vous donne des informations sur votre course, sur votre rythme, ce qui vous connecte à tous les runners du monde entier, etc. Voilà, ça c'est les vraies choses. Et c'est des choses comme ça qui vont se développer, mais dans le domaine de la mode luxe, avec des applications liées à la musique, ou liées à l'art contemporain, ou liées à la nourriture, ou n'importe quoi. Ouais. Vous pourrez avoir, vous êtes gourmet, bien sûr, vous êtes gourmet puisque vous portez des mocassins de telle marque, donc ces mocassins, bien sûr, vous placent dans la communauté de ceux qui aiment les restaurants 3 étoiles ou les bons plans de restaurants qui n'ont pas une seule étoile, mais dont le chef est prestigieux.